Et donc, on démarre avec Rodolphe Bonas. Salut Rodolphe. Salut Stéphane. Patron fondateur de Aristide Retail Technologies. Oui, technologie, t'en parleras tout à l'heure. Hein, mais... Technologie. Oui, j'en parlerai tout à l'heure, mais beaucoup de techno partout, évidemment. Non, tout à fait. La techno qui ne se voit pas. Le fameux sans couture, disent les gars des télécoms. Hein, voilà. Exactement. Elle est partout, mais tu ne la vois pas. La techno qui fait la fluidité. Donc, 40 innovations retail, hein, comme tous les ans, tu es au rendez-vous. Sixième édition. Sixième édition, tous les ans, tu es au rendez-vous. Je disais en sommaire, alors on va en parler, il y a 2-3 trucs qui sont évidemment très intéressants, spectaculaires et tout, mais est-ce que c'est la fin de l'effet waouh que le retail s'est senti obligé de nous mettre plein la figure pendant quelques années? Et en fait, c'est un peu lié à ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire la technologie. C'est-à-dire que ces grands retailers, ils ont eu 2 dispositifs d'affolement. C'est 1, comment intégrer la tech, et 2, comment arriver à contrer le e-commerce. Et sur ces dernières années, ils se sont rendus compte que dans le premier sujet, qui était d'intégrer la tech à tout prix, à n'importe quel prix, sans efficience client, finalement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Ouais. S'il n'y avait pas de résultats à la fois en termes de rentabilité, mais aussi en termes d'efficience client, il valait mieux pas le faire. Donc, prenons des innovations, mais qui comptent pour les clients et pour le commerce. Et puis, l'autre sujet, c'est qu'ils se sont rendus compte que le e-commerce, qui prédisait la fin du magasin, finalement, non seulement ça prédit pas la fin du magasin, mais en plus, ça résiste plus que bien le magasin au e-commerce. Mais c'est ça. Et on voit qu'on arrive un peu à plafond de verre. Donc là, tout le monde s'est un petit peu apaisé. Et cette année 2022, elle est vraiment placée sous le signe, Stéphane, d'une mise en œuvre vraiment sociétale du commerce. Ouais. Comment est-ce qu'on va embarquer la société autour des nouveaux concepts commerciaux? C'est intéressant. Alors, reste quand même, c'est toi qui m'avais apporté le mot, avec, tiens, je rends hommage à la merveilleuse Catherine Barba, qui, il y a combien de temps, 7 ou 8 ans, m'avait dit, Stéphane, à un moment, il faut que les gens le sachent, le e-commerce est mort. Oh, cette phrase à ce moment-là, mais alors, on s'était pris une volée de bois vert. Il faut bien comprendre ce qu'elle voulait dire, voilà. Et c'est que le commerce physique allait finalement, d'une manière ou d'une autre, arriver à digérer l'animal. Mais ce sujet d'expérience, c'est-à-dire le magasin ne peut plus se contenter de vendre et doit... Ça reste vrai quand même aujourd'hui. C'est une réalité, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce que le e-commerce apporte, c'est qu'il existe un dispositif pour transactionner, faire du commerce en restant dans son fond de canapé. Voilà. Donc mécaniquement, si cette histoire existe, quand je me déplace, je dois créer une autre histoire. Je ne peux pas rester en disant, finalement, c'est comme si vous étiez chez vous. Eh bien, c'est ce que font les commerçants aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils mettent dans leur magasin de plus en plus de notions où on va goûter, sentir, discuter, échanger, créer des communautés physiques, passer des moments, vivre des expériences. C'est ça ce que fait le commerce aujourd'hui. Alors, et donc, promouvoir des valeurs. Parce que ta 6e édition, là, c'est le retail et les valeurs. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vraiment ça. Je regarde, alors évidemment, on va parler du CO2, la question du local. Oui, beaucoup. Là, on va en discuter. Ouais. Ce que tu appelles Born This Way, très intéressant. Ouais. Comment est-ce que le retail peut gérer peut gérer ce que nous sommes réellement, c'est ça? C'est-à-dire, exactement. Les individus. Exactement. L'idée de la prise en conscience, finalement, qu'aujourd'hui, faire du commerce, Stéphane, c'est de plus en plus non plus acheter des produits pour les vendre, mais c'est piloter une communauté autour de l'acte d'achat. Et ça, c'est vraiment un élément qui est décisif, c'est-à-dire que le grand retailer aujourd'hui va être obligé de gérer des communautés. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est d'abord des gens qui croient dans les mêmes valeurs, Stéphane, c'est-à-dire des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc, les marques de demain vont devoir développer, cultiver des terreaux de valeurs dans une très grande sincérité, c'est-à-dire non pas en disant « je suis exemplaire sur tout », mais pas du tout. J'ai décidé de choisir 1 ou 2 valeurs qui peuvent être le local, peut-être le bio, qui peut être l'inclusion. On a vu beaucoup de concepts où justement on commençait à s'intéresser énormément à la diversité. Moi, j'aime beaucoup. C'est ça ton côté Born This Way, là. Hein, c'est l'inclusion. Tout à fait. C'est tout ce toutes les formes de diversité. J'ai pas bien compris le mec qui te sert du café avec une patte d'ours là. Alors ça c'est génial. Ça s'appelle le Birpo. Ouais. Birpo, en fait, c'est vraiment un commerce caché. C'est un secret place dans lequel tu vas avec ton QR code et sur un mur. Hein, c'est à Shanghai, exactement. C'est à Shanghai et donc il y a un mur. Il n'y a rien sur ce mur-là. Et là, tu as ton QR code. Et là, tu commandes un café, un chocolat chaud ou quoi que ce soit. Et subitement, le mur disparaît. Il y a un trou. Et là, il y a une patte d'ours qui sort du mur et qui te rend ton café. C'est une expérience toute simple. Avec les enfants, ils adorent ça parce que tu as le bruit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un employé sur 2 derrière qui fait le café ou qui te donne le café au travers de cette petite patte est un employé
qui a un handicap. Un handicap. Et donc, du coup... Et donc, pourrait pas être face au client, ou en tout cas, il y aurait un biais dans la relation au client. Et donc, il y a ce côté où on a ce déguisement et on a cette histoire qui se passe. Donc, c'est un truc de rien. C'est un truc très, très léger. C'est rien du tout. Mais les gens qui sont face à ce mur, ils le savent, que de l'autre côté du mur, il y a des gars qui sont handicapés d'une manière ou d'une autre. En situation de handicap, exactement. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on arrive à les introduire en créant un nouveau concept. Et donc, eux, ils préparent le café, le chocolat, etc. Et ils ont cette petite expérience. C'est très ludique pour les enfants. Et tu crois pas que ce serait plus efficace de montrer toute la machinerie qui permet à l'ensemble de ces handicapés d'apporter du café, de faire du café, de servir du café? Alors, tu as tout à fait raison, ça existe. C'est exactement ce qu'on a fait avec Don Café, qui est au Japon. Don Café qui a été créé pendant les Jeux paralympiques de Tokyo. L'idée était de permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir participer à une expérience de service à table en café. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis japonais? Eh bien, ils ont créé 1 ou 2 robots qui sont pilotés par des personnes en situation de handicap, qui sont vraiment lourdement handicapées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et en fait, ce sont eux, à distance, à leur domicile, qui pilotent leur robot et qui ont des interactions avec des clients. C'est chez eux. Exactement. Ils sont chez eux, Stéphane. C'est incroyable. Ils sont chez eux et même dans le monde entier. Parce qu'en fait, ce sont des personnes en situation de handicap, pas exclusivement au Japon, mais présents au Mexique, au Pérou, aux États-Unis ou en Europe. Et finalement, vous voyez que la technologie ici, on peut créer des situations d'inclusion et intégrer dans notre société ces personnes, parfois où c'est très complexe, pour le faire, pour qu'ils aient un travail. Voilà, c'est ça. Voilà, dans ce café, c'est assez incroyable. Non, je vérifie parce que... Pardon, mais... C'est pas bien expliqué. Voilà. Mais parce que je dis, putain, je suis passé à travers ça. Oui, tu dis, quoi. Ils sont équipés d'une caméra, de plusieurs micro-haut-parleurs et tout, mais on comprend pas qu'ils peuvent être à l'autre bout du monde. Ils sont chez eux. Il me semble, je pense, et tiens, Bruno Maisonnier, quand il reviendra nous revoir, je lui montrerai ça, ça va l'enthousiasmer. Je crois que ce sont ces robots. À mon avis, c'est les robots SoftBank, ça, c'est les évolutions des robots SoftBank qui ont été conçus ici en France il y a une bonne dizaine d'années. Sur le robot, on est très en avance. Alors, la grande affaire, évidemment, c'est le CO2. Donc, ok, classique, les magasins zéro énergie, machin, énergie positive, payer ses courses en CO2. Alors ça, c'est d'ailleurs, tu ouvres le truc là-dessus, je crois, presque. Ouais, voilà. Donc, c'est peut-être aussi ce qui t'a toi aussi le plus. Donc, c'est à Stockholm, en Suède. En Suède, oui. Raconte-moi un peu, payer ses courses en CO2. Ça, c'est Felix Klimate. Alors, Felix Klimate, ils ont fait une expérience qui est de considérer que, finalement, si on voulait vraiment sensibiliser l'ensemble des consommateurs et l'ensemble de cette communauté à ce qu'était l'empreinte CO2 dans nos achats, et bien finalement, non seulement on va afficher les prix des produits, non pas en valeur monétaire, mais en valeur d'impact carbone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, la boulette de viande, elle coûte beaucoup plus cher, si tu veux, que les boulettes végé. On est d'accord. Ça, c'est le principe du système. Et derrière ça, ils ont même créé une monnaie donc adaptée à ça, qui sont des compensations de la consommation carbone, et tu payes avec cette monnaie dans le magasin, et tu ne peux pas dépasser 18,9 kilos finalement de consommation carbone par semaine. Ça s'arrête, c'est-à-dire que ton panier s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est l'engagement qui a été pris dans les engagements européens et particulièrement à Paris. Et tu peux pas compenser, tu peux pas dire ok, je vais faire 3 fois le tour ça marche pas chez eux du tout. Je vais planter un arbre et je reviens m'acheter des boulettes de viande. Si ton panier a fait 18,9, tu peux plus mettre un produit. Tu es obligé d'en enlever ou d'en prendre un autre. C'est ça qui est assez génial dans le truc. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment, ils disent non, attends, monsieur, vous avez pris ce que vous devez prendre cette semaine. Vous ne pouvez pas prendre plus. Ça, c'est une expérience qui a été montée. Non. Alors, c'est vrai que c'était éphémère, mais j'ai trouvé, pour démarrer le livre, c'était intéressant de voir l'engagement qu'on pouvait avoir et peut-être la manière dont on va être obligé de consommer demain. Peut-être que c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est notre vie dans 10 ans. Oui, on aura des crédits. Il y a Jean-Marc Jancovici, s'il était là, tu dirais il n'y a pas d'autre solution. Il est assez autoritaire à la fin. Là. Ah oui, voilà. Et il te dirait il n'y a pas d'autre solution que de faire ça. Ah ben ça va être ça. On va peut-être avoir un crédit de dépense carbone. Exactement. Et tu choisis. Et tu choisis, si tu prends un bain ou une douche, tu verras très bien que ton crédit. Voilà. Extraordinaire. C'est assez marrant. Alors, parmi ces autres valeurs, il y a l'histoire du local. Là, j'ai l'impression quand même qu'ils se foutent encore un peu de nous, là. Alors, il faut un peu du local washing. Oui, un peu. Tu as Nike qui est tout sauf local, qui arrive à trouver un moyen d'être local. En fait, l'idée ici, c'est un vrai défi pour Nike. C'est d'essayer d'arriver à faire comprendre qu'ils sont capables de le faire. C'est un petit peu comme Ikea, si tu veux, qui essaye de raconter qu'à un moment, les étagères que tu achètes viennent de pins qui ont été coupés à quelques
quelques centaines de kilomètres. Hein. C'est-à-dire que c'est ça le défi qu'ont ces marques à relever, qui sont des défis planétaires. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est ça. Mais bien parce sûr. que pour eux, le modèle économique d'un Nike n'est absolument pas cadencé pour arriver à faire du local. Exactement. Et donc c'est vrai que ça va être un élément dans lequel ils vont être obligés de s'engager, nos amis de Nike là-dedans. Mais comme d'autres très grandes marques. Pourquoi ? Parce que typiquement, on voit d'ailleurs actuellement, on a suivi ça sur l'année qui vient de s'écouler, l'année et demie qui vient de s'écouler, on a vu la part du bio, de l'alimentaire bio, tu sais, qui a fortement reculé. Absolument. Et en fait, on imagine, que c'est lié à la tension sur le pouvoir d'achat, mais pas que. C'est aussi lié sans doute à l'émergence des produits dits locaux. Absolument. Parce que le consommateur qui consomme du bio est aussi un consommateur qui consomme du local et que tous les produits locaux ne sont pas bio. Absolument. Donc à un moment, tu as un consommateur qui consommait du bio qui va consommer du local. Enfin, voilà. Ça va peut-être même au-delà et ça nous ramènera à notre bilan carbone personnel. C'est-à-dire, je crois qu'à partir du moment où tu te dis, bon, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de valeurs, mais enfin la priorité c'est le carbone, les tomates bio qui viennent d'Égypte, ça le fait pas, quoi. Oui, exactement. Voilà. Très clairement, ça ne le fait pas. Voilà, mais donc, pour en revenir à Nike, en même temps, c'est pas idiot. L'idée, c'est donc c'est un magasin qui est en Corée du Sud, et l'idée, c'est que la marque qui vend des pompes qui quand même ont été faites en Chine essaye quand même de rapprocher les événements sportifs du coin. C'est ça, hein, c'est ça. Ce que j'ai compris. L'idée, c'est de fédérer dans la communauté. Voilà. Et donc le magasin est un magasin sportif du coin. On va dire ça comme ça. Et il va accompagner l'ensemble des petits clubs qu'il va avoir dans son coin, que ce soit club de rugby, de football ou autre. C'est une idée qui est très, 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 très forte. Alors, qui est souvent plutôt portée par des commerçants que des grandes marques, parce qu'aujourd'hui, tous les commerçants ont cet ancrage ultra local pour essayer d'aider les petits clubs du coin. Et donc, ça va s'inscrire là-dedans. Et ça vient aussi, surtout pour les équipementiers sportifs, essayer d'arriver à aller à l'étape d'après, c'est-à-dire à créer des communautés de sportifs autour d'un lieu, d'un magasin, d'une ville, pour créer des événements. On l'avait sur Adidas, tu sais, qui organise régulièrement sur des villes bien précises au travers de son application, des courses Adidas dédiées. Et bien, c'est l'idée un peu de Nike ici, en Corée, d'essayer d'arriver à vraiment créer des petites fédération de communautés de gens et de sportifs sur ce magasin-là. Bon, et puis donc le métaverse. Ah oui, le métaverse, oui, ça va être... bon, alors là, je ne peux pas vous montrer les images, il aurait fallu, mais on se retrouve quand même, mais comme on l'a tous vu, on avait envoyé, j'ai toujours eu un doute sur ce qu'ils auraient dû le faire, quand Carrefour a acheté un bout donc, de Sandbox, le métaverse aujourd'hui le plus célèbre du monde, voilà. Ils ont acheté des mètres carrés sur Sandbox, ils ont envoyé la démo, c'était pathétique, c'était une espèce de 2D. Début, et là aussi, on se retrouve quand même avec des images, c'est des gars qui se baladent, qui ont l'air de Lego ou de Playmobil mal articulés. Oui, c'est un peu ça. Alors en fait, dans le métaverse, Stéphane, on est exactement dans la même situation qu'on évoquait en début d'entretien, c'est-à-dire on est dans des retailers et des marques qui sont dans la frénésie du dispositif, qui disent attention, ça va nous arriver dessus, il ne faut absolument pas qu'on soit les derniers, parce que c'est le first mover advantage qui va jouer. Ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il faut se souvenir aussi de ce qui s'est déroulé à l'éclatement de la fameuse bulle Internet qu'on a tous connue. La bulle Internet, elle n'a pas éclaté parce que les idées n'étaient pas bonnes, parce que les technologies n'étaient pas bonnes. Elle a éclaté parce que l'audience n'était pas là. Parce qu'à l'époque, l'ADSL n'était pas dans nos foyers, parce que la 4G et la 5G n'étaient pas déployées, et donc du coup, il n'y avait pas d'audience. Mais il faut savoir que toutes les sociétés qui ont disparu à l'éclatement de cette fameuse bulle Internet ont inventé tout ce qui est arrivé après. Les Amazon et tous ces gens-là n'ont rien. Donc tu es en train de me dire le métaverse c'est trop tôt. Eh bien, à mon avis, on est dans un dispositif où on va avoir une problématique d'audience. C'est-à-dire que le métaverse est extrêmement prometteur. Je vous raconte une petite anecdote en 2 secondes. Parce qu'il y a 10 ans, dans ma petite expérience, j'ai lancé les premiers éléments en disant mais c'est pas possible qu'on puisse pas avoir une expérience de visite virtuelle de magasins au travers de consoles ou de jeux, etc. On a essayé de faire ça, mais le problème, c'est l'audience. Il faut s'assurer qu'on ait beaucoup de gens derrière pour que ça marche. Et là, dans le métaverse, on a vu, quand on regarde l'expérience de Samsung, par exemple, qui n'a pas été un gros succès, pourtant, ils ont mis beaucoup de moyens pour arriver à lancer ce téléphone au travers du métaverse, le problème, c'est l'audience. Ils n'ont pas eu d'audience. Écoute, ils n'avaient pas l'audience en fonction de ça. Voilà. Moi, je ne vais pas faire le boomer, tu vois, mais... c'est mon ami Anthony Morel qui parlait. Il parlait du cinéma en 3D. Il y a quand même des innovations qui servent à rien.
Attends, cinéma en 3D, on est d'accord, c'est quand même une innovation qui sert à rien. Et moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Mais je suis un peu d'accord. Ah Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que je raconte à nos amis. Non, parce que en plus, si on reparle de CO2, etc. Oui. et tout, c'est-à-dire ça Oui. bouffe de l'énergie C'est quand même, énorme. cette histoire-là. C'est hein. énorme, c'est énorme. Si j'ai un conseil à donner, allez voir Avatar en traditionnel et pas forcément en 3D, parce que vous allez... Ah, tu parles du cinéma, là, moi Oui. je te parlais du métaverse. Mais le métaverse, on va avoir un peu la même logique, c'est-à-dire que la mise en œuvre de l'expérience doit se connecter avec une logique de communauté. C'est-à-dire, on va pas pouvoir faire autrement. Et aujourd'hui, on a des difficultés à fédérer les gens, parce que à la fois les contenus sont encore un peu faibles, c'est des contenus plus expérientiels ou expérimentaux plutôt que vraiment commerçants, et derrière, il y a personne. Tu connais, toi, des gens qui passent 2 heures de leur vie par jour avec un casque sur la tête? Alors moi, oui, parce que c'est mon métier. Oui, mais Ils sont pas très nombreux, ouais, je suis voilà, d'accord avec toi. c'est quand même aujourd'hui une petite communauté. Ils sont Mais pas ça très reste- nombreux, et quand ça on reste à explique, venir. quand on décortique le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que Facebook a décidé de se lancer là-dedans, etc. et tout, c'est des raisons qui sont des raisons très intéressantes, mais qui sont des raisons qui sont en fait presque plus propres à Facebook Ah bah bien sûr. et aux problèmes que rencontrait Bien sûr, Facebook bien sûr. qu'à une véritable demande ou à l'identification d'une demande, ou tu Alors- vois, et c'est là où il y a alors- un vrai problème avec cette histoire. Alors, tu as 100% raison. Je reste convaincu que le métaverse a sans doute un très bel avenir devant lui. Je rappelle une chose, et on va revenir, qu'avant l'explosion de cette fameuse bulle Internet dans les années 2000, il était né un concept qui s'appelait Second Life. Oui, Je sais pas on si en tu a te beaucoup souviens de ça. parlé, absolument. Et Second Life, moi j'ai rencontré les fondateurs et les créateurs de Second Life. À l'époque, on avait énormément discuté, etc. Ça avait été une bulle qui a explosé énormément. C'est le même concept, d'accord? C'est vraiment l'idée d'acheter ces espaces virtuels pour pouvoir arriver à fédérer des communautés. Mais si jamais la communauté n'est pas là et que l'offre n'est pas là, il n'y aura rien, il ne se passera rien. Il faut une vraie offre. Et puis, et en forme de conclusion, c'est une communauté qui sera basée sur le virtuel et, pardon de le dire comme ça, sur le mensonge. Or, tout ce que nous montre en fait ton bouquin, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de tricher. Oui, oui. Surtout dans le commerce. Voilà. Surtout aujourd'hui et dans le commerce. Et donc, le commerce, c'est qu'une parole de vérité. Voilà, c'est ça. C'est- Et là, plus que C'est jamais. un hein. engagement. Oui, Et là, plus que jamais. tu as tout à fait raison. C'est vraiment le sujet. C'est vraiment le sujet principal. Merci, Le langage. Rodolphe. C'est un plaisir. Mais partagez. Vivement la 7e édition. On va se revoir avant, je crois. Allez, Rodolphe Bonas, qui était avec nous sur Bismart.